La neige tombait drue, recouvrant la route sinueuse d'un manteau blanc et glissant qui effaçait peu à peu les traces du monde extérieur. Camille Dubois, 36 ans, serrait le volant de ses mains gantées, ses yeux fatigués, scrutant la visibilité presque nulle à travers le pare-brise. Elle conduisait depuis des heures à travers les Alpes françaises, tentant de s'éloigner de Grenoble et de tout ce qu'elle y avait laissé derrière. Ce qui devait être un nouveau départ s'était avéré un échec silencieux et amer. Rien ne l'attendait plus là-bas, pas même la promesse fragile d'un avenir. La voiture toussa soudain, puis vibra. Camille jeta un regard inquiet au tableau de bord. Une lumière rouge clignota brièvement avant que le moteur ne rende l'âme dans un dernier soupir mécanique. Elle eut à peine le temps de garer sur le bas-côté, les pneus crissant sur la neige tassée, avant que le silence glacial ne s'abatte autour d'elle. Elle éteignit les phares et coupa le contact. Le vent secouait la carrosserie, projetant de fines particules de glace contre les vitres. Le réseau téléphonique était inexistant. Elle leva son téléphone, cherchant désespérément une barre, un signal, un espoir. Rien. Isolée, dans le froid mordant d'une nuit d'hiver, la panique menaça de l'envahir. Mais Camille avait appris à ne pas céder trop vite. Après tout, la solitude lui tenait déjà compagnie depuis des années. Elle attrapa son manteau épais sur la banquette arrière, enroula son écharpe autour de son cou et sortit dans l'obscurité. Le vent glacé la frappa comme une gifle. Chaque pas dans la neige était un effort, mais elle avançait, les yeux à l'affût d'un abri, d'un signe de civilisation. La forêt dense avalait la route derrière elle, et le ciel noir semblait se refermer sur ses épaules. C'est alors qu'elle l'aperçut. Au-delà d'un rideau d'arbres noueux et enneigés, une faible lueur tremblait à travers les branchages. Une lumière chaude, vacillante, presque irréelle. Camille accéléra le pas, ses bottes s'enfonçant dans la neige fraîche. Le froid s'infiltrait dans ses os, mais l'idée d'un refuge la portait. En s'approchant, elle distingua les contours d'une cabane de bois rustique et isolée, comme oubliée par le temps. Le toit était chargé de neige, la cheminée fumait doucement, et une lanterne pendue près de la porte diffusait une lumière dorée. Tout autour, rien que le silence du bois profond, presque oppressant. Camille s'arrêta devant la porte, le souffle court, ses mains engourdies serrant les pans de son manteau. Elle hésita une seconde, l'instinct la poussant à reculer. Mais le froid n'attendait pas. Elle leva la main et frappa. Une fois, puis encore. Le bois résonna sous ses doigts, et elle recula d'un pas, grelottant, les lèvres tremblantes. L'attente sembla interminable. Puis, lentement, la porte s'ouvrit. Un homme se tenait là, grand, les épaules larges, les traits taillés dans la pierre. Ses cheveux sombres étaient tirés en arrière, et son regard, clair, fixe, perçant, la traversa comme un rayon de lune sur la glace. Il portait une chemise épaisse, une vieille veste de laine, et sa voix, quand il parla, était grave, presque rocailleuse. « Vous êtes perdu ?» Camille hocha la tête, incapable de répondre tout de suite. Sa voix était rauque quand elle réussit enfin à parler. « Ma voiture, elle est tombée en panne juste en bas. Il n'y a pas de réseau. Je n'ai nulle part où aller ce soir. » L'homme resta silencieux un long moment. Son regard la détaillait, non pas avec suspicion, mais avec une étrange retenue. Il semblait peser chaque mot, chaque geste. Puis, sans un mot, il recula, laissant la porte entr'ouverte. Camille hésita un instant, puis entra. La chaleur du foyer l'enveloppa aussitôt, contrastant violemment avec l'extérieur. La pièce principale de la cabane était simple mais propre. Une grande table en bois, 2 chaises, un vieux canapé près de la cheminée. Des bûches crépitaient dans l'âtre. Aucune décoration, aucun signe personnel, comme si l'espace était habité mais pas vécu. L'homme referma la porte derrière elle. « Je m'appelle Camille Dubois, dit-elle, comme une tentative de briser la glace. » Il répondit sans la regarder. « Luc Morel. » Et ce fut tout. Elle enleva son manteau, le posa sur le dossier d'une chaise et s'approcha du feu. Ses mains tendues vers les flammes, elle sentit enfin la vie revenir dans ses doigts. Mais elle sentait aussi le regard de Luc sur elle, discret mais constant, comme s'il cherchait à comprendre ce qu'elle faisait là, vraiment. Un silence épais s'installa. Seuls les crépitements du bois et le vent au dehors venaient troubler l'atmosphère. Camille sentait le poids de l'inconnu dans chaque recoin de la pièce. Elle était à l'abri, certes, mais en sécurité, rien n'était moins sûr. Luc referma la porte d'un geste lent mais ferme, verrouillant aussitôt le loquet en bois,
comme si ce simple geste pouvait effacer la présence étrangère désormais dans son antre. Il ne dit rien. Ses pas feutrés s'éloignèrent vers l'arrière de la cabane, tandis que Camille restait là, debout, les bras croisés contre elle-même, absorbant la chaleur du feu, mais surtout le poids étrange du silence. Ce n'était pas une maison abandonnée, ni une résidence de passage. Tout était à sa place, sans excès ni chaos, comme si chaque objet répondait à un ordre bien défini. Et pourtant, l'endroit avait quelque chose de figé, presque trop maîtrisé. Luc revint quelques minutes plus tard, tenant une tasse de métal dans laquelle flottait un liquide fumant. Il la lui tendit sans un mot. Camille l'accepta, surprise par la chaleur qu'elle sentit immédiatement contre ses paumes engourdies. Elle huma l'odeur, une infusion forte, boisée, sans douceur ajoutée. Elle goûta, par politesse, plus que par envie. Luc s'assit de l'autre côté de la pièce, sur une chaise en bois massif, dos droit, regard posé quelque part entre la fenêtre et le foyer. Il semblait attendre quelque chose, ou peut-être attendre que rien ne se passe. « Merci, dit-elle enfin, brisant ce silence pesant. Je ne voulais pas vous déranger. C'était juste. La tempête et la voiture. » Luc hocha la tête sans ajouter un mot. Pas un sourire, pas même un mouvement de lèvres. Son visage restait impassible, comme figé dans une gravité permanente. Camille sentit une tension dans ses épaules, un mélange d'épuisement et de méfiance. L'homme ne posait aucune question, ne cherchait pas à savoir d'où elle venait ni pourquoi elle était là, seule, sur ces routes enneigées. Cela aurait pu être une forme de respect de l'intimité, mais cela ressemblait davantage à une fermeture complète. « Vous vivez ici depuis longtemps ?» tenta-t-elle juste pour combler le vide. Un battement de paupières, un souffle léger. « Quelques années. Vous êtes originaire de la région ?»« Non. » Encore une réponse courte, sèche, sans détour, comme s'il voulait lui faire comprendre qu'il ne parlerait que si c'était strictement nécessaire. Camille baissa les yeux vers sa tasse, but une gorgée, puis observa autour d'elle. Les murs étaient en bois brut, parfaitement entretenus. Une étagère contenait quelques livres, tous sans jaquette, alignés avec précision. Un vieux fusil pendait au-dessus de la cheminée. À côté, un manteau sombre accroché à un clou. Pas de photos, pas de souvenirs. Rien qui raconte une histoire. Elle sentit le besoin de se justifier, même si elle savait que cet homme ne semblait pas chercher d'explication. « J'étais à Grenoble depuis quelques mois, je pensais. Recommencer là-bas, mais rien n'a fonctionné. Je suis parti sans trop savoir où aller. Juste rouler et me vider la tête. » Luc ne répondit pas, mais son regard se posa sur elle, plus attentif. Camille se sentit nue sous cette inspection silencieuse, pas menaçante, mais scrutatrice. Comme si l'homme cherchait à deviner ce qu'elle ne disait pas, comme s'il percevait derrière les mots un autre récit, plus dense, plus lourd. « Vous pouvez rester ici cette nuit, » dit-il finalement, « mais demain, à la première heure, il faudra partir. Il y a un village à une quinzaine de kilomètres, vers l'est. Vous pourrez y trouver de l'aide. » Le ton n'était pas hostile, mais il ne laissait aucune place au débat. Camille acquiesça, même si l'idée de repartir dans la neige à l'aube ne l'enchantait guère. Mais elle comprenait les règles implicites. Elle était une intruse dans un monde fermé. Chaque minute qu'elle passait ici était une concession. Luc se leva, alla chercher une couverture et la posa sur le canapé. « Vous pouvez dormir ici. Il fait froid la nuit. Mettez plus de bois si le feu baisse. » Il s'éloigna ensuite vers ce qui devait être sa chambre, derrière une porte étroite. Pas un regard en arrière, pas un mot de plus. Camille resta là, seule avec le craquement du feu. Elle posa sa tasse vide sur la table, s'approcha de la fenêtre. Dehors, la neige continuait de tomber en silence. Aucun bruit de moteur, aucun signe de vie. Rien que la forêt endormie et l'obscurité profonde. Elle s'installa sur le canapé, tirant la couverture autour d'elle. Le tissu était rugueux, mais chaud. Elle laissa sa tête retomber contre le dossier, ses pensées tourbillonnant malgré l'épuisement. Qui était cet homme? Pourquoi vivait-il reclus ici, si loin de tout? Il n'avait rien d'un ermite farfelu. Son comportement était mesuré, sa parole rare mais pesée. Il n'était pas farouche mais vigilant, presque militaire dans ses gestes. Elle sentit ses paupières se fermer lentement, malgré elle. La chaleur du feu la berçait doucement. Elle ne voulait pas dormir, pas encore, mais le poids de la journée l'écrasait. Ses dernières pensées furent floues, fragmentées. Une voiture figée dans la neige, un regard froid,
une voix grave qui disait « Demain », puis plus rien. Quelques heures plus tard, un bruit la tira de son sommeil. Un cliquetis, discret, régulier. Elle ouvrit les yeux, tendit l'oreille. Le feu était presque éteint et la pièce plongée dans une pénombre rougeoyante. Le bruit venait de l'autre pièce. Comme un tiroir que l'on referme doucement, ou une latte de plancher qui grince. Elle se redressa tendue, mais tout redevint silencieux. Elle resta là, immobile, les sens en alerte. Rien ne bougeait. Peut-être un rêve, un bruit du bois qui travaille avec le froid. Elle se leva néanmoins, ajouta une bûche dans la cheminée et retourna s'enrouler dans la couverture. Le calme revint, mais pas le sommeil. Luc, de son côté, était resté éveillé. Assis sur le bord de son lit, le regard perdu dans l'obscurité. Il avait entendu la respiration de la femme se stabiliser, puis se rompre brusquement. Il savait qu'elle ne dormait plus. Il savait aussi que sa présence, même temporaire, pouvait tout compliquer. Chaque minute qu'elle passait ici augmentait les risques. Et pourtant, il l'avait laissée entrer. Parce qu'il n'avait pas eu le choix. Ou peut-être, au fond, parce qu'il ne voulait plus être seul. Le lendemain matin, la lumière filtrant à travers les volets de bois peinait à percer la grisaille épaisse qui recouvrait les montagnes. Camille se leva lentement, les muscles encore engourdis par la nuit passée sur le canapé trop court. La chaleur résiduelle de la cheminée avait disparu et l'air était froid, mordant, sec. Elle remit ses vêtements rapidement, puis se dirigea vers l'entrée, espérant y trouver Luc. Peut-être même une parole plus douce à la lumière du jour. Mais il n'était pas là. La cabane semblait figée, comme si son hôte s'était évaporé. Le silence y régnait avec un poids presque suffocant. Camille marcha lentement vers la cuisine, simple au point d'être rudimentaire. Quelques étagères, une bassine métallique, 2 verres. Pas d'électroménager, pas même un réfrigérateur. Une vieille cafetière reposait sur un poêle à bois et elle y trouva un reste de café noir, déjà froid. Elle en versa un peu dans une tasse, le goût âcre lui montant immédiatement au nez. Luc réapparut une dizaine de minutes plus tard, revenant de l'extérieur avec un fagot de bois sous le bras. Il la regarda à peine, posa le bois près de la cheminée, alluma le feu avec des gestes rapides, précis, et s'éloigna sans un mot. Il n'avait rien dit de la nuit précédente, rien demandé sur ses projets. Il agissait comme si sa présence ne changeait rien. Mais Camille, elle, ressentait chaque seconde comme un affront au confort ordinaire de l'interaction humaine. Elle observa plus attentivement l'environnement. Chaque objet était placé avec une précision dérangeante. Les livres sur l'étagère étaient alignés au millimètre, classés sans doute selon un système personnel rigoureux. Aucun cadre au mur, aucune trace d'art ou de distraction. Même les couverts étaient strictement au nombre de 2, rangés parallèlement dans un petit tiroir de bois sans poignée. Elle ouvrit discrètement un placard. Conserves, riz, café, sel. Tous les produits étaient étiquetés à la main, datés comme dans un inventaire militaire. Luc vivait ici comme un homme en mission, et non comme quelqu'un qui avait fui la société pour la paix. Tout évoquait l'ordre, le contrôle, la discipline. Pas une seule trace de relâchement ou de laisser-aller. Et cela, plus que tout, éveillait en elle un inconfort croissant. Car si certains choisissaient la solitude pour guérir, lui semblait s'y être enfermé comme on se retranche dans une forteresse. Elle s'approcha du poêle alors qu'il attisait le feu. « Vous partez souvent dans la montagne ?» demanda-t-elle, essayant encore de percer la barrière invisible. Il la regarda brièvement, avant de répondre « Quand j'ai besoin de bois ou de silence. » Il ne développait jamais. Aucun mot superflu. Aucune question en retour. Camille aurait pu être n'importe qui, une passante, une silhouette éphémère. Pourtant, elle sentait qu'il l'observait quand elle ne le regardait pas. Elle le surprit une fois, le regard fixé sur elle, puis détournant les yeux aussitôt. Non pas avec hostilité, mais avec prudence, comme s'il mesurait les conséquences de chaque interaction, de chaque mot. Plus tard, elle lui proposa de l'aider à couper du bois. Il refusa d'abord, puis céda, sans enthousiasme. Dans la clairière derrière la cabane, il maniait la hache avec une précision déconcertante. Chaque bûche était tranchée avec la même force, la même cadence. Camille peinait à suivre le rythme, mais persista. Travailler en silence semblait être la seule manière de rester dans son univers sans provoquer de rejet. À un moment, elle trébucha légèrement sur une pierre dissimulée sous la neige.
Luc fut à ses côtés en une fraction de seconde, la relevant sans un mot. Mais son regard, cette fois, exprimait quelque chose d'autre. Une tension, un contrôle trop rigide qui ne masquait plus complètement une vigilance extrême. Il relâcha sa main presque immédiatement, recula d'un pas et retourna à sa tâche sans un mot. Elle comprit à cet instant que cet homme n'était pas seulement réservé, il était conditionné. Il vivait avec des règles intérieures dont elle ne connaissait ni l'origine ni le but. Ce n'était pas le détachement d'un homme brisé. C'était l'habitude d'un homme qui se surveille en permanence, comme s'il portait en lui un danger qu'il devait contenir. Camille rentra avant lui, troublée. De retour dans la cabane, elle se força à ne pas fouiller, mais ses yeux, eux, fouillaient. Le moindre indice, le moindre signe de normalité, d'humanité enfoui quelque part. Mais tout ce qu'elle trouvait, c'était cet ordre dérangeant. Pas de téléphone, pas de connexion, même pas une radio, comme si la technologie entière avait été bannie. Le monde extérieur n'avait pas sa place ici. Le soir venu, Luc prépara un repas simple, soupe de lentilles, pain sec. Ils mangèrent en silence. Camille tenta une dernière question. « Vous vivez seul depuis toujours ?» Luc leva les yeux, planta son regard dans le sien. Il ne répondit pas tout de suite. Il sembla peser les mots, ou peut-être les conséquences de répondre. « Depuis assez longtemps », finit-il par dire. Elle ne demanda pas plus. Elle savait qu'il ne donnerait rien. Mais ce qu'il taisait parlait pour lui. Et ce mutisme pesait davantage que les mots. Elle alla se coucher tôt, plus pour s'échapper que pour dormir. Cette nuit-là, elle rêva d'un espace trop bien rangé, d'un regard qui la suivait sans jamais se poser, d'une porte fermée à double tour sans clé. Et au matin, elle sut qu'il y avait quelque chose de profondément dissimulé dans cet homme. Quelque chose de trop contenu, de trop lisse, comme si tout avait été effacé, contrôlé ou soigneusement reconstruit. Et plus elle observait, plus elle se demandait ce qu'il avait dû fuir pour vivre ainsi. La nuit tomba une nouvelle fois sur la cabane, enveloppant le bois dans une obscurité dense, sans étoiles, à peine troublée par le souffle constant du vent dans les arbres. Camille, assise près du feu, regardait les flammes danser, tentant de trouver une logique dans ce silence de plus en plus pesant qui s'était installé entre elle et Luc. Il s'était retiré dans sa chambre peu après le dîner, prétextant le besoin de sommeil. Mais Camille sentait qu'il ne dormait pas, ou du moins qu'il restait éveillé par prudence, prisonnier d'un schéma qui ne lui permettait ni détente ni abandon. Elle décida de rester un peu plus longtemps près de la cheminée. Le silence n'était plus intimidant. Il devenait un espace à sonder, un terrain de réflexion. Ses yeux vagabondaient à travers la pièce, scrutant à nouveau les moindres détails de cet espace si strictement maintenu. C'est alors qu'un éclat inattendu attira son attention. Juste au-dessus de la cheminée, sur une tablette de bois, se trouvait un objet qui détonnait avec le reste du décor, une montre bracelet, pas une montre quelconque. Le cuir noir était parfaitement cousu, la boucle brillante et le cadran. Un modèle de luxe, identifiable au premier regard, même pour quelqu'un de peu versé dans ce genre de choses. Une pièce rare, précieuse, clairement hors de propos dans une cabane aussi dépouillée. Camille se redressa lentement, s'approcha. Elle n'osa pas la toucher, mais observa chaque détail. C'était un modèle suisse, probablement fait main avec une finesse d'orfèvrerie qui ne pouvait appartenir qu'à quelqu'un ayant eu, à un moment de sa vie, accès à un autre monde. Un monde d'élégance, d'argent, de représentation. Son regard se porta alors sur le reste de la pièce, comme pour revalider la discordance. Tout ici respirait le refus du luxe, voire même une volonté manifeste de s'effacer. Et pourtant, cette montre posée là, sans protection, sans boîte comme oubliée, trahissait une origine que Luc n'avait jamais évoquée. Camille sentit sa gorge se serrer. Ce n'était pas juste un homme fuyant la société ou un passé douloureux. Il y avait autre chose, un écart, un décalage, une fracture entre l'apparence qu'il cultivait et les traces d'une vie précédente qu'il ne pouvait complètement effacer. Elle retourna s'asseoir, la tête bourdonnante. Pourquoi garder cette montre? Pourquoi ne pas l'avoir vendue, dissimulée, ou simplement détruite si elle représentait un passé à fuir? Était-ce un souvenir? Un symbole? Une faiblesse? Camille n'osa pas formuler d'hypothèse, mais la certitude s'imposa en elle. Luc cachait bien plus que ce qu'il laissait paraître. Le lendemain matin, l'ambiance était encore plus tendue. Luc semblait nerveux, plus silencieux qu'à l'accoutumée, ses gestes plus secs. Il sortit très tôt pour ramener de l'eau du puits, situé en contrebas de la pente.
Camille profita de son absence pour se lever discrètement et s'approcha à nouveau de la cheminée. Cette fois, elle prit la montre dans ses mains. Elle était lourde, froide, chargée de signification. Au dos, une inscription gravée attira son attention. ALMD. Fidèlement, A. Ses initiales confirmèrent ce qu'elle pressentait déjà. L'homme qu'elle croyait connaître sous le nom de Luc Morel n'était pas celui qu'il prétendait être. Elle remit la montre à sa place, juste avant qu'il ne revienne. Il entra, le front légèrement plissé, comme s'il avait ressenti quelque chose. Il la regarda, un peu plus longuement que d'habitude. Camille soutint son regard sans mot dire. Elle n'avait encore rien confronté, mais une tension nouvelle était désormais suspendue entre eux, fragile et prête à se rompre à tout instant. Ce jour-là, Luc parla encore moins. Il prit son repas seul sur le pas de la porte, les yeux perdus dans la forêt. Camille, quant à elle, resta à l'intérieur, mais son esprit était ailleurs. Elle comprenait désormais que son arrivée ici n'était peut-être pas si fortuite. Ou du moins, que ce lieu, que cet homme, portait une histoire plus vaste, plus dense, plus obscure que ce qu'elle aurait pu imaginer en pénétrant dans cette cabane 2 jours plus tôt. En début d'après-midi, alors que le ciel s'assombrissait prématurément sous l'effet d'une nouvelle perturbation météorologique, Camille se risqua à poser une question. « Cette montre, elle est à vous ?» Luc tourna lentement la tête vers elle. Il ne répondit pas tout de suite. Puis après une longue pause, il dit simplement « Elle ne devrait plus être ici. Rien de plus. Aucune explication. Aucune justification. » Mais ce fut suffisant pour que Camille comprenne que cette montre n'était pas un simple objet oublié. Elle représentait un lien, peut-être une faille, certainement un souvenir. Et Luc, à cet instant précis, sembla comprendre qu'il ne pourrait plus maintenir éternellement le mur qu'il avait érigé entre lui et le reste du monde. Camille ne parla plus du sujet. Elle sentait que forcer les choses à ce stade ne ferait qu'aggraver cette distance déjà immense. Mais elle observait plus attentivement désormais. Chaque geste, chaque regard, chaque mot ou chaque silence était une pièce de ce puzzle étrange que représentait Luc. Et la montre, petite mais puissante, en était sans doute la clé. La nuit revint, et avec elle une tension presque palpable. Luc verrouilla la porte à double tour, tira les rideaux et vérifia les fenêtres une à une. Camille nota que c'était la première fois qu'il le faisait aussi méticuleusement devant elle. Comme s'il craignait quelque chose, ou quelqu'un. Elle retourna sur le canapé, incapable de trouver le sommeil. Ses pensées tournoyaient autour de cette montre, de ses initiales, de cette inscription. Qui était A? Quelle promesse? Quel lien avait pu motiver un tel cadeau? Et pourquoi le garder ici si tout ce qu'elle avait vu jusque-là semblait être une fuite méthodique? Luc, dans sa chambre, restait debout. Il tenait la montre dans sa main. Il l'avait récupérée après le coucher de Camille, en silence. Il la regardait comme on contemple un aveu. Puis il la reposa à sa place, exactement à l'endroit où elle était avant. Mais cette fois, il savait que Camille avait vu. Et elle savait qu'il savait. Le jeu de silence était désormais terminé. Le soleil à peine levé ne dissipait pas totalement l'épais manteau nuageux qui recouvrait les Alpes. À l'intérieur de la cabane, l'air était déjà froid malgré le feu de la veille. Camille se leva, prit un instant pour regarder la neige tomber à gros flocons contre la fenêtre. Elle s'enroula dans la couverture qu'elle avait utilisée la nuit précédente et descendit vers la pièce principale où elle trouva Luc debout près du poêle, inspectant les bûches alignées depuis la veille. « Vous avez bien dormi ?» demanda-t-elle, sa voix basse. Il hocha lentement la tête et, sans mot ajouté, ramassa une hache qui était placée contre le mur. Un geste mécanique, presque automatique. Elle vit ses doigts serrer la poignée, puis la relâcher aussitôt. Il détourna le regard, comme s'il avait perçu l'interrogation silencieuse dans ses yeux. Le dîner de la veille avait laissé un silence pesant entre eux, une tension larvée. Maintenant, il semblait prêt à l'exprimer sans mots. Mais avant qu'elle ne puisse formuler une nouvelle question, un vrombissement de moteur rompit l'atmosphère immobile. Camille sursauta, les yeux rivés vers la petite fenêtre qui donnait sur la route. Elle posa un doigt sur ses lèvres, invitant au silence, tandis que Luc relevait la tête brusquement. À travers les arbres, elle distingua un véhicule sombre qui s'arrêta au bas de la pente. 2 hommes en costume sortirent du véhicule, dans un silence qui semblait orchestré. Aucun échange, aucun salut. L'un tenait une enveloppe blanche dans la main qu'il posa sur le pare-neige
avant de refermer la porte du véhicule. L'homme gardait les mains dans ses poches, l'autre regardait droit devant lui. Il ne se dirigeait pas vers la cabane, aucun pas vers elle. Puis le moteur repartit, laissant derrière lui une traînée de neige pulvérisée et un silence encore plus grand. Camille regarda Luc. Il avait observé la scène sans broncher. Ses poings étaient serrés, ses épaules tendues. Puis il murmura d'une voix grave, « N'ouvrez pas, ne laissez personne entrer. » Il n'y eut aucun sourire, aucune explication. Il ramassa l'enveloppe restée immobile sur le pare-neige, la glissa dans la poche intérieure de sa veste, puis referma lentement les rideaux et verrouilla les volets. Le mouvement était précis, presque rituel. Camille sentit un frisson la traverser. Ce n'était plus seulement un étranger à qui elle avait demandé refuge. Elle était désormais partie prenante d'un huis clos imprévu. Elle tenta de paisiblement reprendre sa tasse de café, mais ses mains tremblaient légèrement. Le calme de l'aube avait disparu. Le monde extérieur avait brutalement poussé sa porte. Luc jeta une bûche dans le feu, provoquant une flamme vive. Il s'installa en face d'elle, les yeux fixés sur le bois incandescente. Il ne lui adressa pas la parole pendant un long moment. « Vous voulez savoir ce que c'était » demanda-t-il finalement. Sa voix, grave, mesurée. Camille hocha la tête timidement. « Ce sont des hommes du passé » répondit-il. « Ils ont trouvé l'un des chemins qui menaient jusqu'ici. Ce n'est pas pour discuter. Ils ne veulent pas négocier. » Elle sentit son cœur accélérer. Elle avala difficilement. Le poêle émettait un crépitement presque envahissant dans le silence. Elle ne demanda rien de plus, parce que, instinctivement, elle comprit que toute question amènerait un mur plus haut. Elle se tut. Elle regarda les flammes. Les minutes passèrent, lourdes. Luc se leva, sortit un carnet de poche noire de sa veste. Il l'ouvrit, montra quelques pages à Camille, sans la laisser les toucher. Des annotations, des dates, des lieux, des noms. Elle reconnut vaguement l'écriture régulière, serrée, disciplinée. Elle lut « Janvier 20-16, Genève, février 20-17, Zurich, avril 20-17, déplacement à Londres, août 20-18, évaluation de risque. » Aucun contexte, mais la précision était terrifiante. Cet homme avait vécu plusieurs vies. Et cette enveloppe, l'intervention de ces hommes, tout venait converger vers lui. Puis Luc se tourna vers la petite fenêtre et regarda dehors. « Nous ne sommes pas ici en sécurité, » dit-il doucement mais fermement. « C'est pourquoi vous devez partir dès que possible. » Camille sentit une contraction dans sa poitrine. Elle se leva mais ses jambes flageolaient légèrement. Elle baissa les yeux. « Je comprends, » dit-elle d'une voix presque inaudible. Il posa le carnet sur la table. Le feu avait diminué. Il se leva pour aller ajouter du bois. Elle le regardait bouger lentement, les gestes programmés. Elle se dit que cet homme avait anticipé 1000 scénarios, 1000 contraintes, 1000 évasions possibles. Mais jamais, semble-t-il, n'avait prévu une femme comme elle arrivant dans son isolement. « Vous récupérerez votre voiture demain ou après-demain », expliqua-t-il quand il revint. « Mais vous ne devez pas mettre votre téléphone à charger. Pas d'appel, pas de signal visible. Si quelqu'un repère votre connexion, il saura que vous êtes ici. Compris ?» Camille acquiesça. Elle comprit l'avertissement. Il ne prononça pas « pourquoi » ni « qui ». Mais l'essentiel était dit. La journée avance, froide, complice de l'attente. Aucune activité de l'extérieur ne semble venir. Mais l'air est chargé d'un potentiel danger. Camille ne peut se détacher de l'enveloppe posée sur la table, noire, anonyme, tête baissée sous une nappe de silence. Elle se demande ce qu'il y a dedans. De quoi auraient eu peur les deux hommes au regain soudain de visite? Elle osa un regard vers Luc. « Que contient l'enveloppe » demanda-t-elle, plus fort que voulu. Il l'ignora d'abord. Ensuite, il la regarda calmement. « Ce n'est pas pour vous voir, c'est pour me forcer à bouger. Mais je ne bougerai pas encore. » Ainsi il parla, et le choix de mots résonna. « Vous voir, me forcer, bouger. » C'était lui qui était au centre. Elle qui avait cru être la passante, l'invitée, était désormais un témoin, ou peut-être un pion. Le crépuscule survint et la neige cessa de tomber. Un silence tombé trop tôt. Luc verrouilla à nouveau la porte, balassa les dernières traces de pas dans la neige fraîche. Il fit un tour de l'extérieur, rapide, presque discret, jetant un regard vers la route, vers la forêt. Quand il revint, Camille le vit se saisir de son vieux manteau et sortir. Elle le suivit du regard,
l'esprit en alerte. Depuis la fenêtre, elle l'observa remonter vers le mur où était l'enveloppe auparavant. Il la ramassa, puis sortit dans la neige. Il s'éloigna sans la regarder, jusqu'à ce que sa silhouette sombre disparaisse entre les arbres. Elle était paniquée à moitié, curieuse entièrement. Elle se demanda ce qu'il allait faire, où il allait remettre cette enveloppe, et pourquoi l'avoir évacuée loin de la cabane. Elle décida de ne pas sortir. Le vent souffla plus fort, et la nuit tomba. Elle se leva pour s'enrouler dans la couverture. Le feu crépitait doucement. Elle posa la main sur le carnet noir posé sur la table. Il comprit qu'elle l'observait et revint, posa une main sur sa tête en un geste court et presque gêné. « Dormez », dit-il. Il se retira. Camille dormit peu. Le danger était là, imminent. Elle ne dormait pas paisiblement. Le réveil serait dur. Et elle savait, dès cet instant, que cette nuit ne serait qu'un prélude. Mais elle ne savait pas encore à quel point. Le matin arriva sans fanfare, dans un silence encore plus dense que la veille. Camille se leva avec une sensation d'étouffement, comme si les murs de la cabane s'étaient resserrés durant la nuit. Luc était déjà dehors. Il laissait toujours peu de traces de ses déplacements, mais ce jour-là, il avait laissé la porte entr'ouverte et une bouffée d'air glacé envahit la pièce principale. Camille s'enroula dans son écharpe et referma doucement derrière elle, un geste presque respectueux, presque complice. Elle savait que quelque chose s'était brisé depuis la veille. L'enveloppe noire, les visiteurs muets, la tension qu'ils ne cherchaient même plus à dissimuler. Tout cela avait ouvert une brèche, et cette fois, elle n'avait pas l'intention de rester à distance. Assise à la table de bois, elle observa à nouveau les quelques objets autour d'elle. Rien n'avait changé, et pourtant tout paraissait différent. Le carnet noir avait disparu. Le poêle était froid, mais il restait des braises au fond. Camille jeta une bûche, puis s'arrêta, l'esprit ailleurs. Elle se remémora chaque détail, chaque regard échangé, chaque phrase laissée en suspens. Luc lui avait laissé des miettes, éparses, mais suffisantes. Quand il revint, les cheveux encore humides de neige fondue, il la trouva debout, les mains posées à plat sur la table. Elle ne bougeait pas. Il s'arrêta sur le seuil. « Je veux comprendre », dit-elle sans détour. Il la fixa un instant, puis déposa calmement un petit sac de toile sur la table. Il n'essaya pas de fuir la confrontation. Il s'assit lentement, l'air résigné. Le silence entre eux n'était plus un rempart. Il devenait le prélude à quelque chose d'inévitable. « Vous n'avez pas à savoir », commença-t-il, mais il n'y avait ni colère ni fermeté dans sa voix, juste une lassitude. Un ton d'homme qui avait porté trop longtemps un poids qu'il ne comprenait plus lui-même. « Je ne suis pas ici par choix », répliqua-t-elle. « Je suis ici parce que ma vie aussi a déraillé. Et depuis que je vous ai rencontré, rien ne fait plus sens. Je vous ai vu changer, j'ai vu cette montre, ces hommes, l'enveloppe, et j'ai compris que vous vivez dans une attente. Mais de quoi? Ou de qui ?» Luc baissa les yeux, comme si elle venait de poser la question exacte qu'il fuyait depuis des années. Il posa les coudes sur la table, croisa les doigts devant son visage, puis inspira profondément. « J'ai perdu la possibilité de faire confiance. Et pourtant, vous êtes là. » Il se redressa, regarda Camille et ajouta « Vous n'avez jamais demandé plus que ce que je voulais donner. Vous avez observé. Et maintenant, vous savez que quelque chose cloche. Alors voilà, je protège quelqu'un. Pas ici, pas vous. Quelqu'un qui n'a rien demandé, mais que mon nom mettrait en danger. » Camille resta silencieuse. Il venait de l'inclure, sans le dire, dans un espace jusque-là interdit. « Ce que j'ai fui n'est pas un crime, mais une trahison, poursuivit-il. Une de celles qui détruisent ce qu'on croyait indestructible. Et je ne peux pas parler de tout, je ne peux pas donner de nom, parce que certains noms tuent. » Il ferma les yeux un instant. Sa mâchoire se contractait à peine. Lorsqu'il les rouvrit, il dit « Vous ne pouvez pas comprendre le poids d'une fortune. Surtout quand elle est bâtie sur des fondations que vous n'avez pas choisies. » Cette phrase, lâchée comme un aveu à demi-voix, eut l'effet d'un détonateur dans l'esprit de Camille. Elle ne savait pas ce qu'il avait été, mais elle comprenait maintenant qu'il avait été quelqu'un de puissant, ou du moins de dangereux, et il portait en lui la mémoire de cet autre monde. « Pourquoi ne pas tout laisser ?» s'entendit-elle demander. « Pourquoi rester ici, replié, si vous avez fui ?» Il esquissa un sourire sans joie. « Parce qu'on ne laisse jamais tout. Il reste toujours des traces, des gens, des engagements. Je suis ici parce que je devais disparaître, mais je n'ai jamais cessé de surveiller. » Camille sentit son cœur battre plus vite. Elle avait ouvert une porte,
Et ce qu'elle y voyait n'était pas seulement une autre facette de Luc, c'était l'ébauche d'une vérité plus grande, plus sombre. Et ces hommes, hier, qu'est-ce qu'ils veulent? Il se leva, se dirigea vers la fenêtre, écarta le rideau à peine, regarda la forêt silencieuse. Ils veulent mon silence, ou ma disparition. Ce sont des exécutants, pas des négociateurs. Tant que je suis ici, ils ne peuvent rien prouver. Mais si je bouge, si je parle, alors tout éclate. Il se retourna vers elle. Et vous, Camille, vous êtes un problème pour eux maintenant. Le silence qui suivit cette phrase fut glacial. Camille comprit dans ce regard fixe et calme que sa simple présence dans cette cabane l'avait faite basculer dans une autre réalité. Elle n'était plus une simple invitée, elle était témoin. Et dans certains cercles, cela suffisait à devenir une cible. « Je n'ai rien à voir avec votre histoire », souffla-t-elle. Luc hocha lentement la tête. « C'est justement ça, le problème. Vous êtes innocente. Et ce monde-là ne supporte pas l'innocence. Il la détruit. » Camille sentit une colère monter, mais aussi une peur plus ancienne, plus sourde. Elle ne voulait pas fuir. Elle voulait comprendre. Aider, peut-être. Mais elle ne voulait pas être victime d'un passé qui n'était pas le sien. Et pourtant, c'était déjà trop tard. Luc s'approcha de la table, y posa une feuille repliée en 4. Elle l'ouvrit. Des coordonnées, des numéros, un nom. Rien d'explicite, mais elle comprit que c'était une piste, une trace vers ce qu'il fuyait, ou vers ce qu'il cherchait à protéger. « Si jamais je ne rentre pas un soir, murmura-t-il, partez avec ça, et ne regardez pas en arrière. » Elle releva les yeux vers lui, choquée. « Vous pensez qu'ils reviendront ?» Il répondit sans hésiter. « Ils ne sont jamais partis. Ils attendent seulement que je fasse une erreur. » La journée s'acheva dans une tension silencieuse. Ils ne parlèrent plus. Camille resta assise longtemps après le coucher du soleil, le papier toujours entre ses doigts. Elle comprenait désormais que cette histoire ne lui appartenait pas, mais qu'elle en était devenue une pièce, et elle sentait que le jeu venait à peine de commencer. Dès les premières lueurs du jour, Camille se leva, incapable de trouver le sommeil après la conversation de la veille. Elle observait Luc avec des yeux différents maintenant. Il n'était plus un simple homme taciturne, vivant en retrait du monde. Il était le centre d'un réseau invisible de menaces, de secrets, de non-dits qui touchaient des sphères qu'elle n'aurait jamais imaginé approcher. Et elle, qui n'avait cherché qu'un refuge pour une nuit, se retrouvait prisonnière d'un passé qui ne lui appartenait pas mais qui l'entraînait malgré tout. Luc sortit avant elle, comme à son habitude. Camille attendit quelques instants, vérifia qu'il s'éloignait dans les bois, puis se leva, déterminée. Il y avait une tension en elle, un besoin presque urgent de comprendre ce qui se tramait réellement. Elle savait que Luc gardait tout sous clé, tout bien rangé. Mais aucun système n'était infaillible. Il y avait forcément quelque part un indice, une trace plus claire de qui il avait été. Elle retourna vers la bibliothèque étroite près du mur, là où les livres étaient alignés de façon presque maniaque. Elle les examina un à un, cherchant une irrégularité, un décalage, quelque chose qui pourrait signaler une cache. Après plusieurs minutes à faire glisser les reliures de cuir rugueux, son regard s'arrêta sur un ouvrage plus épais, sans titre apparent. Il ne semblait pas avoir été déplacé depuis longtemps, mais le haut de la reliure portait une légère marque de doigt. Elle le tira lentement. Derrière le volume, niché dans une cavité discrète entre deux planches du mur, elle découvrit une pochette en cuir sombre, scellée par une lanière de tissu nouée avec soin. Le cœur battant, elle la tira doucement et la posa sur la table. Un dernier regard vers la porte, puis elle la dénoua. À l'intérieur, elle trouva une chemise contenant plusieurs feuilles pliées, anciennes, jaunies, ainsi qu'un lot de coupures de journaux en anglais et en français. Des articles portant sur des enquêtes économiques, des scandales liés à des entreprises européennes, des photos d'hommes politiques, de directeurs de grandes banques, et au centre de plusieurs articles, un nom revenait, Lucien M. Devreau. Elle sentit un frisson la traverser. Ce nom lui semblait vaguement familier, comme quelque chose entendu dans un reportage oublié. Elle poursuivit la lecture, dévorant les informations avec une attention fébrile. Lucien M. Devreau était présenté comme un magnate français du secteur financier, disparu mystérieusement 2 ans auparavant, après avoir été impliqué dans une série d'enquêtes sur des fraudes massives. Il avait été officiellement déclaré mort après qu'un yacht à son nom avait été retrouvé vide au large de la Corse. Son corps n'avait jamais été repêché,
Mais les médias s'étaient jetés sur l'affaire comme des vautours, chacun y allant de sa théorie. Fuite, meurtre, suicide. Camille retomba sur sa chaise, sonnée. Elle regarda vers la porte comme si Luc allait surgir à tout instant. Lucien. Luc. La coïncidence devenait impossible. Elle se leva et retourna vers la pochette. Parmi les documents, elle trouva une photo en noir et blanc légèrement pliée. Un homme en costume sombre, debout devant une bâtisse moderne en verre. Même posture, même regard dur, même mâchoire serrée. Luc, sans aucun doute, mais plus jeune, plus élégant, plus public. Le choc fut brutal. Elle se sentait soudain au bord d'un précipice. Elle comprenait maintenant l'ampleur de ce qu'elle avait effleuré. L'homme avec qui elle avait partagé un toit ces derniers jours n'était pas simplement un fugitif ou un marginal. Il était un fantôme social, un disparu officiel, un symbole d'un scandale effacé trop vite. Et si Luc était bien Lucien Devrault, alors tout ce qu'il avait dit jusqu'à présent prenait un autre sens. Protéger quelqu'un, fuir une trahison, survivre sans attirer l'attention. Camille referma rapidement la pochette, la remit en place derrière le livre et ajusta tout avec soin. Elle s'assit de nouveau, tentant de retrouver une contenance. Lorsque Luc revint, elle était assise, un livre ouvert devant elle, le visage neutre. Il entra, s'approcha, puis s'arrêta, l'observant longuement. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il simplement. Elle leva les yeux vers lui. Elle aurait pu tout révéler, confronter, accuser, questionner. Mais elle savait que le moment n'était pas encore venu. Il fallait comprendre davantage. Il fallait savoir pourquoi un homme aussi puissant avait tout abandonné pour se cacher ainsi. Et surtout, pourquoi ces hommes continuaient de le traquer. « Non, répondit-elle calmement. J'attends que le soleil se lève un peu plus pour marcher un peu dehors. » Luc hocha la tête et ne posa pas plus de questions. Il semblait soulagé de sa réponse. Mais Camille, elle, brûlait de questions. Plus tard, alors qu'elle marchait seule dans la neige autour de la cabane, elle repensa à son mari, Thomas. Lui aussi avait été comptable. Lui aussi avait travaillé pour des entreprises dont les pratiques n'étaient pas toujours claires. Et lui aussi était mort dans des circonstances suspectes, officiellement un accident de voiture sur une route de montagne dans des conditions climatiques similaires à celles d'aujourd'hui. Elle avait accepté l'explication à l'époque, brisée, seule avec un enfant qu'elle avait ensuite perdu à la naissance. Mais à présent, une graine de doute germait. Et si Thomas avait su quelque chose? Et si sa mort avait été liée à ce même réseau d'intérêts que Luc fuyait aujourd'hui? Elle se sentit envahie par un vertige, comme si les morceaux d'un puzzle invisible commençaient à s'imbriquer. Elle retourna à la cabane, le visage froid, mais l'esprit en ébullition. Elle devait en savoir plus. Et cette fois, elle ne se contenterait pas de demi-vérités. Lucien M. Devrault avait un passé, et il était temps qu'il le partage, car ce passé peut-être touchait aussi au sien. Le soir tombait une fois de plus sur la cabane, enveloppant le bois d'une obscurité compacte, amplifiée par l'épaisseur des nuages et la densité du silence. Camille marchait en rond près du poêle, les bras croisés, l'esprit pris entre colère et confusion. Depuis qu'elle avait découvert l'identité réelle de Luc, chaque seconde passée dans cet espace lui paraissait plus étrange, plus lourde. Elle n'était plus une invitée dans un refuge temporaire, mais une pièce insérée de force dans une histoire dont elle ne connaissait que les fragments. Luc était dehors, comme souvent à cette heure, marchant seul dans la neige, inspectant les alentours, vérifiant les pièges, comme si l'air libre lui permettait de respirer sans suffoquer. Camille décida que le moment était venu. Elle ne pouvait plus se taire. Elle avait besoin de tout entendre, besoin de confronter l'homme qui avait caché son vrai nom, son histoire, ses crimes ou son innocence. Quand la porte s'ouvrit, elle était prête. Luc referma derrière lui, secoua la neige de ses épaules, s'approcha du feu pour se réchauffer les mains, sans même remarquer que Camille se tenait immobile au centre de la pièce. Il leva les yeux vers elle, et il comprit aussitôt. Ce regard ne mentait pas. « Je sais qui vous êtes », dit-elle d'un ton neutre mais ferme. Ou plutôt, « je sais qui vous étiez ». Luc ne répondit pas tout de suite. Il resta silencieux, les yeux fixés dans les siens, sans chercher à nier. Il ne montra ni surprise ni panique. Il déposa lentement ses gants sur la table, puis s'approcha du poêle et s'y accouda. « Alors dites-le », murmura-t-il. « Lucien M. Devrault, magnate français,
déclaré mort il y a 2 ans. Impliqué dans plusieurs affaires financières à l'échelle européenne. Un yacht retrouvé vide au large de la Corse. Et puis, plus rien. Silence total. Disparition complète. Il hocha lentement la tête, acceptant sans résistance. Je ne suis pas mort, Camille. J'ai fui. Mais pas pour ce que vous croyez. Alors expliquez-moi. Dites-moi pourquoi un homme comme vous, avec une fortune, des connexions, une vie publique, aurait tout abandonné pour vivre dans une cabane isolée, sous un faux nom, traqué par des hommes qui déposent des menaces silencieuses sur le pas de votre porte. Luc inspira longuement, s'assit sur la chaise en bois près de la table et prit quelques secondes pour choisir ses mots. Vous avez raison. J'étais tout ce que vous avez lu. J'étais au centre d'un système, d'un empire construit sur des leviers financiers, sur des réseaux d'influence, sur des équilibres instables. J'ai dirigé des sociétés écrans, déplacé des millions, effacé des traces, tout ça au nom de la rentabilité, de la performance. Et j'ai fait cela pendant des années, sans jamais douter, jusqu'au jour où j'ai compris que j'étais devenu une cible, pas à cause de la justice, mais à cause de mon propre frère. Camille fronça les sourcils. Votre frère? Alain, nous avons toujours tout partagé, jusqu'au pouvoir. Mais lorsque les premières enquêtes ont commencé, il a décidé de me livrer. Il a vu une opportunité. En coopérant avec les autorités, il aurait pu préserver une partie des actifs, effacer son nom des rapports, apparaître comme le justicier interne. Il a organisé ma chute. Il m'a piégé et j'ai dû choisir. Disparaître ou finir en prison pour des crimes que je n'avais pas commis seul. Ou pire, être éliminé avant même que la vérité n'éclate. Camille écoutait en silence. Le ton de Luc était calme, posé, sans tentative de se justifier. Il énonçait les faits comme on raconte une histoire dont l'issue est déjà connue. « J'ai simulé ma mort », continua-t-il. « Le yacht, c'était un leurre. J'avais tout prévu. J'avais de l'aide, des hommes loyaux, discrets. J'ai laissé tout derrière moi et je suis venu ici. Ce lieu, je l'ai préparé bien avant. Je savais que je devrais disparaître un jour. Et pourquoi cette montre? Pourquoi ce carnet? Pourquoi garder des traces de tout ce que vous avez fui? » Luc esquissa un sourire triste. Parce qu'on ne peut jamais vraiment se détacher de ce qu'on a été, et parce que la vérité un jour devra sortir. Je garde ces éléments pour ce moment, pour celui ou celle qui saura quoi en faire. Mais tant que je suis vivant, tant que je suis ici, le monde pense que l'affaire est close. Mon frère continue sa carrière. Il manipule, il achète, il efface. Mais un jour, Camille, il faudra tout faire éclater. Et vous m'avez laissé entrer. Par hasard? Il la fixa longuement. Au début, oui, mais ensuite, non. Vous m'avez rappelé que le monde ne s'arrête pas ici, que la vérité ne se détruit pas par le silence, que fuir ne suffit pas. Un silence s'installa entre eux. Camille sentit que les mots ne suffisaient plus. Elle pensait à son propre passé, à Thomas, à ce lien fragile entre sa vie et celle de Luc. Elle s'assit face à lui. « Mon mari, Thomas, travaillait comme comptable. Il a collaboré avec une société qui appartenait à un des groupes sous votre contrôle. Il est mort dans un accident, soi-disant. Mais je n'ai jamais vraiment cru à cette version. » Luc baissa la tête. Quel était le nom de la société? Octor Finance à Lyon. Luc resta figé un moment, puis releva les yeux. Cette société était un des nœuds du réseau, et elle a été fermée à la demande d'Alain 3 mois avant ma disparition. Il disait qu'elle présentait un risque. Je n'ai pas insisté. Mais maintenant, il se leva, fit quelques pas, puis s'arrêta net. Si votre mari savait quelque chose, s'il avait vu ce que personne ne devait voir, alors sa mort n'était pas un accident. Camille sentit ses jambes se dérober sous elle. Tout s'imbriquait. Elle n'était pas ici par hasard. Elle avait été attirée par quelque chose, ou quelqu'un. Un chemin de vérité, long, douloureux, mais inévitable. Luc s'approcha d'elle, posa une main sur son épaule. « Vous avez le droit de savoir, et maintenant, nous avons une décision à prendre. Soit on continue à se taire, soit on affronte tout. » Elle releva les yeux, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle n'était plus seule. Camille resta silencieuse, le regard plongé dans les flammes du poêle qui se mourait lentement, crépitant faiblement dans l'air figé de la cabane. Les dernières paroles de Luc, ou plutôt de Lucien, résonnaient encore dans son esprit comme un écho insistant, une vérité longtemps enfouie qui remontait brutalement à la surface. Le nom de la société, Octor Finance, le rôle supposé de son mari, la date exacte de la fermeture de l'entreprise,
tout cela confirmait ses doutes. Thomas n'était pas mort par hasard. Et si tel était le cas, elle venait de franchir une ligne invisible, celle où la douleur du deuil cédait la place à la rage de la vérité. Luc, assis de l'autre côté de la pièce, semblait lui aussi plongé dans une réflexion profonde. Son visage, marqué par la fatigue et le poids de ses années de fuite, restait impassible, mais ses yeux trahissaient une tension nouvelle. Il savait qu'en révélant ce lien, en mettant Camille face à son propre passé, il avait changé la dynamique entre eux. Elle n'était plus simplement la femme perdue qu'il avait hébergée par nécessité. Elle devenait une actrice de sa propre histoire, liée par des fils que lui-même n'avait pas tissés, mais qu'il ne pouvait plus ignorer. « Dis-moi exactement ce que tu sais », demanda Camille d'une voix ferme, brisant le silence. Luc prit une inspiration, croisa les bras, puis commença à parler lentement, comme s'il déroulait une pelote de mémoire trop longtemps comprimée. Octor Finance était une des nombreuses sociétés satellites utilisées pour faire transiter des fonds entre différentes structures en France, au Luxembourg, en Suisse. Rien d'illégal en surface, mais tout était construit pour brouiller les pistes. Ce type de structure exigeait des hommes très discrets, très méticuleux. Ton mari, d'après mes souvenirs des rapports internes, faisait partie des profils jugés parfaits. Calme, précis, fiable. Trop peut-être. Camille sentit sa gorge se serrer. « Tu l'as connu ?»« Non, mais j'ai lu son nom. Une seule fois. Juste avant que la cellule interne de contrôle ne demande l'audit de la branche de Lyon. C'était peu de temps avant ma disparition. Je ne m'en suis pas préoccupé à l'époque. Il y avait trop de choses à gérer, trop de pression politique. Mais en revoyant le nom aujourd'hui, je comprends. Tu comprends quoi? Que ton mari avait probablement vu des anomalies. Peut-être même qu'il avait commencé à les documenter. Et ça, pour Alain, c'était un danger inacceptable. Il avait commencé à éliminer les risques, délocalisation, licenciement, disparition de dossiers, et parfois, accident. Les derniers mots tombèrent, comme une lame. Camille se leva brusquement, fit quelques pas, les bras croisés, les doigts crispés. Elle respirait fort, sa tête tournait. « J'ai reçu une lettre 2 jours après l'accident, murmura-t-elle. Une enveloppe marron, sans nom d'expéditeur. À l'intérieur, un mot « Ce n'est pas fini ». J'ai cru à une mauvaise blague. Je n'en ai parlé à personne, même pas à la police. Luc la regarda longuement. Ce n'était pas une blague. C'était probablement un avertissement, ou un appel à continuer ce qu'il avait commencé. Elle se retourna vers lui. « Tu penses qu'il voulait me mettre sur la piste ? C'est possible. S'il a compris que sa vie était en danger, il a peut-être laissé des traces, quelque chose que toi seul pouvais comprendre ou retrouver. Il savait probablement que ses collègues étaient surveillés. Mais toi, tu étais hors du système. » Camille hocha lentement la tête. Des souvenirs qu'elle avait longtemps enfouis remontaient. Des moments où Thomas paraissait tendu, des soirs où il ramenait du travail tard, le regard perdu. Elle avait mis ça sur le compte de la pression habituelle. Mais aujourd'hui, tout prenait un autre sens. Il gardait toujours une boîte en métal sous le plancher du bureau, dit-elle à mi-voix. Il disait que c'était juste des documents administratifs. Après sa mort, j'ai tout vidé. J'ai vendu l'appartement. Mais je n'ai jamais trouvé cette boîte. Peut-être qu'il l'a déplacée. Luc se leva, s'approcha d'elle. Si elle existe encore, elle est peut-être la clé. Pas seulement pour comprendre ce qui lui est arrivé, mais pour relier tout ce que nous avons découvert. Si elle contient des preuves, des noms, des schémas de transfert, alors nous avons une chance de faire tomber le système qu'Alain protège. Camille leva les yeux vers lui. « Et toi, tu veux le faire tomber pour te venger ?»« Non, » répondit-il sans hésiter. « Je veux le faire tomber pour que tout s'arrête, parce que je suis fatigué de fuir, et parce que tu as le droit de savoir pourquoi ton mari est mort. » Ils restèrent un moment à se regarder, 2 personnes que le hasard, ou quelque chose de plus vaste, avait placées sur le même chemin. Elle, brisée par une perte qu'elle n'avait jamais su expliquer. Lui, rongé par une trahison qu'il n'avait jamais pu dénoncer. « Il faut retourner à Lyon, » dit Camille. Luc acquiesça lentement. « Mais ce ne sera pas simple. Alain a des yeux partout. Si nous bougeons, il saura. Et il enverra les mêmes hommes que ceux que tu as vus ici. Alors on n'a pas de temps à perdre. » Luc la fixa. « Tu es sûr de vouloir aller au bout de cette histoire ? Ce que tu vas découvrir ne va peut-être pas te soulager. Il y a des vérités qui ne réparent rien, mais elles libèrent. Et moi, j'ai besoin de sortir de cette nuit qui dure depuis trop longtemps. »
Luc sourit légèrement. Pas un sourire de joie, mais de respect. Alors on part demain, discrètement. On prendra les chemins de traverse. Je connais une personne à Annecy qui pourra nous aider. Ensuite, nous irons à Lyon. Et là, on cherchera cette boîte. Camille acquiesça. Et s'il n'y a rien dans cette boîte? Alors, on continue, jusqu'à ce que le silence cède. Parce que maintenant, ce n'est plus seulement mon combat, c'est aussi le tien. L'aube n'avait pas encore percé l'obscurité des montagnes lorsque Camille se réveilla en sursaut. Une sensation étrange au creux du ventre, comme une alarme silencieuse que son corps avait perçue avant même son esprit. Elle se redressa, observa les ombres mouvantes dans la pièce, puis tendit l'oreille. Rien, aucun bruit, mais quelque chose ne collait pas. L'air semblait plus dense, plus chargé. Elle se leva lentement, enroula son écharpe autour du cou, puis se dirigea vers la fenêtre côté est, celle qui donnait sur la pente menant à la route invisible, cachée par les arbres. Au loin, à peine discernable dans la lueur grise de la neige encore fraîche, 3 silhouettes se tenaient immobiles, noires, figées. Camille recula instinctivement, son cœur battant la chamade. Elle s'approcha ensuite de l'autre fenêtre, celle de l'ouest, et vit un autre groupe, plus près cette fois. 2 hommes habillés de noir, le visage partiellement couvert. Ils s'avançaient lentement, méthodiquement, contournant les arbres, évitant les branches mortes. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils encerclaient. Elle se précipita vers la chambre de Luc. Il était déjà debout, entièrement habillé, son manteau sur les épaules, un sac à ses pieds. Il n'avait pas dormi. Il l'observa en silence. « Ils sont là », dit-elle dans un souffle. Il hocha la tête. « Je les ai sentis cette nuit. Je les ai entendus. Mais ils attendent quelque chose. Quoi? Qu'on ouvre? Qu'on sorte? Non. Ils veulent m'avoir vivant. Ils veulent les documents. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas se permettre une erreur. S'ils tirent sans preuve de légitime défense, tout leur échappe. » Camille se rapprocha. « Qu'est-ce qu'on fait ?» Luc ouvrit le sac. À l'intérieur, une clé dorée, longue, ancienne. Il la lui tendit. « Ceci ouvre un coffre, à Zurich. Mais il y a un double à Lyon. Celui que tu peux atteindre sans risquer de passer de frontière. Il contient tout, les transferts, les noms, les montages, les preuves du sabotage, et la liste des hommes qui ont couvert tout ça, y compris les policiers, les juges, les conseillers. » Camille serra la clé dans sa main. « Et toi? Moi je reste. Je gagne du temps. Tu dois sortir par le sentier du Nord. Tu l'as vu derrière le débarras? Il descend à travers les bois et rejoint une vieille route secondaire. Prends le sac. Il y a de quoi tenir quelques jours. Va à Annecy. Là-bas, une femme t'attendra au café du port. Elle s'appelle Élise. Dis-lui juste, l'oubli ne suffit pas. Elle comprendra. » Camille recula, la gorge nouée. « Non, on part ensemble. On peut encore fuir, trouver un autre endroit. » Luc secoua la tête. « Tu es leur cible maintenant. Mais moi, je suis leur obsession. Tant qu'ils pensent que je suis ici, ils te chercheront ailleurs. Je dois les retenir. » Elle voulut protester, mais il posa doucement la main sur son bras. « C'est toi qui peux tout changer, Camille. Tu as une voix. Moi, je suis déjà un homme mort pour le monde. Mais toi, tu es vivante, et tu peux faire entendre ce que personne n'a osé dire. » Elle ferma les yeux, déchirée entre la peur et la colère. Puis, sans un mot, elle enroula l'écharpe autour de son cou, serra le sac contre elle et se dirigea vers la porte arrière. Luc la suivit, souleva une trappe cachée sous un vieux tapis, révélant un passage étroit entre 2 cloisons. Il l'aida à y entrer, referma derrière elle, puis murmura à travers le bois. « Ne t'arrête pas. Même si tu entends des coups de feu, tu cours, tu vas jusqu'au bout. » Puis il disparut. Camille rampa à travers le tunnel exigu, glissant sur la terre gelée, ses genoux heurtant les parois étroites. À chaque bruit extérieur, elle retenait son souffle, craignant qu'il ne la découvre. Mais elle continua. Lorsqu'elle atteignit l'issue dissimulée par des branchages, elle poussa lentement, guettant les alentours. Personne, pas un son. Elle s'extirpa du tunnel, tira le sac derrière elle, puis se redressa lentement, lançant un dernier regard vers la cabane en contrebas. De là, elle distinguait à peine le toit, mais elle vit une silhouette entrer par la porte principale sans fracas. Une opération propre, calculée. Elle tourna les talons et s'enfonça dans la forêt. La descente fut lente, difficile. Le sac la gênait, ses bottes s'enfonçaient dans la neige molle. Elle glissait, tombait, se relevait. Mais elle continuait. 1 heure passa, puis 2.
Lorsqu'elle atteignit enfin la petite route goudronnée, elle s'effondra un instant sur le bas-côté, haletante, épuisée. Elle regarda autour d'elle, seule. Le monde semblait ne pas avoir changé, mais en elle, tout était bouleversé. Elle se releva, marcha encore, jusqu'à l'apparition d'un panneau, commune de Chamousset. Un hameau, quelques maisons, un arrêt de bus, une cabine téléphonique. Elle entra, ferma la porte derrière elle, puis sortit la carte que Luc lui avait remise. Elle trouva le numéro d'Élise, le composa. 3 tonalités. Puis une voix féminine, calme, presque distante. « Allô ? L'oubli ne suffit pas, dit Camille. Un silence. « Je sais qui vous êtes. Attendez-moi au banc, en face du lac. » 30 minutes. La ligne coupa. Camille sortit, se dirigea vers le point indiqué. Elle s'assit, la clé toujours serrée dans sa paume. Le vent froid soufflait sur l'eau, transportant les odeurs humides de feuilles et de givre. Elle ferma les yeux. Derrière elle, la cabane. Devant, une vérité à libérer. Et Luc, quelque part enfermé avec ceux qui avaient juré de l'effacer. Mais elle, désormais, n'avait plus peur. À peine les premiers rayons du soleil eurent-ils effleuré la surface gelée du lac que Camille se leva, saoulée par une tension électrique incandescente. Le banc sur lequel elle s'était assise la veille demeurait immobile, paysage figé d'un moment où tout avait basculé. À ses côtés, la clé dorée tremblait légèrement entre ses doigts gantés, symbole lourd, encre de vérité. Elle inspira profondément l'air froid, ses poumons emplis d'une clarté glacée. Elle comprit non pas qu'elle fuyait un lieu, mais qu'elle courait vers une vie qu'elle n'imaginait plus vivre. Elle sortit de l'ombre des arbres, se dirigea vers une station de bus abandonnée. Le signal du téléphone était faible, mais suffisant. Elle envoya un message à Élise selon les indications. L'oubli ne suffit pas. Peu après, une silhouette féminine émergea du portail du port, mince, déterminée, les cheveux tirés en arrière, les yeux calmes. Camille se leva pour l'accueillir. Élise posa une main sur son bras. Un contact bref, sans mots, mais plein de promesses. « Tout est prêt », dit-elle simplement. Elles s'engagèrent avec précaution dans une ruelle étroite longeant le quai, à l'écart des regards. Les hommes en costume avaient disparu, mais Camille savait qu'ils pouvaient revenir à tout instant. L'atmosphère semblait détendue, presque normale, mais l'ombre du danger planait au-dessus d'elle. Élise les conduisit jusqu'à une voiture simple, garée sous un lampadaire faiblement allumé. Elles embarquèrent sans un bruit, et la voiture démarra doucement, serpentant à travers les rues humides. Le moteur ronronnait comme l'écho d'un avenir incertain. Le trajet dura plus d'1 heure. Durant ce temps, Camille regarda défiler les panneaux indicateurs, les maisons, les stations-service, toutes silhouettes floues dans une trajectoire tracée par un seul objectif: atteindre Lyon. Lyon, ville de sa douleur, de ses souvenirs, de la boîte disparue. Une ville à laquelle elle croyait avoir tourné le dos, mais où elle retournait désormais avec la clé d'un passé qu'elle refusait d'oublier. Quand enfin la voiture s'arrêta dans une ruelle calme du 5e arrondissement, Élise coupa le moteur. « Si quelqu'un vous demande, dites que vous étiez de passage. Et n'y retournez pas tant que je ne vous le dis pas. » Camille hocha la tête. Elle regarda autour d'elle. L'immeuble était ancien, ses pierres marquées par le temps, les volets fermés. Élise sortit et l'ouvrit avec une clé spéciale. Une fois à l'intérieur, elles montèrent 2 étages dans un escalier étroit, le bois craquant. La pièce dans laquelle elles entrèrent avait tout d'une cachette. Un bureau simple, 2 ordinateurs portables scellés, une étagère remplie de dossiers étiquetés « confidentiels », archives internes, comptes externes. Camille comprit que l'espace n'était pas improvisé. C'était un centre d'opération, un repère pour ceux qui défiaient le silence. Élise lui présenta un dossier numéro. Elle hésita un instant avant de prononcer. Dossier 129A. Il concerne Octor Finance à Lyon. Et nous avons un audio, une conversation piégée, un enregistrement où un employé admissible nomme votre mari, Thomas Dubois, et un transfert récurrent vers un îlot financier offshore, code Devereux SM. Il est daté de mars 2018. Camille sentit un vertige. Ses mains se crispèrent sur la table. Ce n'était pas une rumeur. Ce n'était plus une conviction. C'était une certitude. Le passé de Thomas, ses interrogations, ses inquiétudes, étaient vrais. La tragédie n'était pas un accident. Elle était l'élément d'une structure qui, jusqu'alors, avait survécu dans l'ombre. Elle regarda Élise. « Ils l'ont tué pour ça », dit-elle d'une voix rauque.
Élise posa une main sur son épaule. Vous allez récupérer ces preuves, et elles seront diffusées. Le monde saura. Camille laissa venir la colère, la peine, la détermination. Elle se redressa. Un journaliste nous attend à 30 kilomètres d'ici. Il faut que je lui transmette la clé et le dossier. Ensuite, je deviens la cible. Oui, répondit Élise, mais vous ne serez plus seule. Le tempo changea. Camille se prépara à partir. Elle rangea la clé dans une poche intérieure, transmit le dossier à Élise. Fidèle à chaque mot prononcé, elle acquiesça. Puis elles sortirent du bureau clandestin, regagnèrent la voiture et prirent la route principale. Le ciel était clair, mais l'air lourd d'un deuil transformé. Chaque kilomètre parcouru hissait Camille d'un statut de victime à celui d'actrice. Arrivées aux abords d'un hameau, elles s'arrêtèrent. Le journaliste les attendait dans un café discret, les mains serrées autour d'un carnet de notes. Il écouta sans interruption, insista sur aucun détail. Puis il regarda la clé, regarda Camille. « Vous comprenez, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. « Oui, répondit-elle. Il faut que tout soit public, que le nom de Alain Devrault soit exposé, que sa chute marque la fin de cette terreur. » Le journaliste acquiesça, ferma son carnet. Il tendit la main vers elle. « On y va. » Ils se dirigèrent vers un studio d'interview. Les caméras, les micros, les projecteurs. La lumière désigna Camille. Elle prit une grande inspiration. Elle n'était plus la femme isolée dans une cabane. Elle était porteuse d'un secret. Elle tenait entre ses mains l'espérance d'une fin. À ce moment précis, Lucien comparaissait dans une salle d'audience. Les charges retenues contre plusieurs institutions financières venaient d'être révélées. Le nom de Devrault éclata à la une des journaux. La montre-bracelet, la cabane, la fuite, tout prenait sens. Camille entendit la nouvelle à la radio dans la voiture. Son cœur se serra, mais elle ne pleura plus. Elle conduisit silencieuse, avec la détermination d'une survivante. Ils atteignirent la limite de la ville. Élise s'arrêta. « Vous partez seule maintenant. Je ne peux pas rester plus longtemps. Vous devez continuer. Votre vie ne sera plus jamais celle d'avant. » Camille acquiesça, sortit de la voiture. Elle se retourna, embrassa Élise furtivement, puis monta dans un autobus. Le moteur démarra. À travers la vitre embuée, elle vit la route s'éloigner, les Alpes au loin, le monde ancien disparaissant dans le flou. Elle pressa la clé dans sa poche, et alors, sans un cri, sans un adieu spectaculaire, elle se laissa aller au mouvement. Le bus avalait les kilomètres. Elle songea à Thomas, à Lucien, à la cabane. Tout cela n'était pas fini. Mais c'était un commencement. Le matin où l'histoire éclata dans les médias français, Camille était déjà éveillée. Assise dans une petite chambre d'hôtel à Annecy, elle observait la lumière filtrée par les rideaux trop fins et son reflet dans le miroir fissuré au-dessus de l'évier. Son visage paraissait plus dur qu'avant, marqué par des nuits sans sommeil, des décisions tranchées à vif, des vérités portées seules. Elle alluma la télévision d'un geste rapide, comme on tire une bande adhésive d'une plaie. Les titres défilèrent, plus graves les uns que les autres. Un ancien magnate de la finance retrouvé vivant, disait une voix de journaliste. Lucien M. Devrault, déclaré mort en 2023, est réapparu au cœur d'un scandale aux ramifications politiques. Une enquête ouverte sur une vaste fraude fiscale et corruption impliquant plusieurs membres du gouvernement actuel. Camille augmenta le volume. L'image montrait Lucien, son visage amaigri, ses yeux clairs mais fatigués, traversant une cour de tribunal, entouré de policiers. Il ne tentait pas de fuir, il ne cachait pas son identité. Il assumait. La clé qu'elle avait remise aux journalistes avait mené au coffre et leur contenu avait tout déclenché. Contrats signés par des hauts fonctionnaires, enregistrements audio de réunions confidentielles, transferts de fonds vers des paradis fiscaux. La preuve indiscutable d'un réseau de corruption étendu, soigneusement construit pendant plus d'une décennie. Les visages de ceux qui avaient toujours agi dans l'ombre s'affichaient maintenant sur les écrans, détournant les yeux, fuyant les caméras, convoqués par la justice. Le nom de Alain Devrault fut cité en boucle, lié aux accusations les plus graves. Abus de biens sociaux, complicité d'homicide, falsification comptable. La structure qu'il avait érigée, en trahissant son propre frère, s'effondrait pierre après pierre. Dans un autre segment du journal, on montra une photo de Camille, prise à sa sortie du studio où elle avait enregistré son témoignage. Le journaliste l'avait protégée autant que possible, mais elle était désormais exposée. Une phrase, prononcée lors de l'interview, fut reprise partout.
Je ne suis pas une héroïne. Je suis une femme à qui on a arraché des réponses. Et je suis allée les chercher. » Elle éteignit la télévision, sentit sa gorge se serrer, mais ne pleura pas. Elle regarda le téléphone posé sur la table de nuit. Plusieurs messages non lus, parmi eux un numéro inconnu. Elle l'ouvrit. Un seul mot. « Merci ». Aucun nom, aucun autre signe. Mais elle savait que c'était de Lucien. Il était maintenant protégé par une équipe juridique engagée par des ONG de défense des lanceurs d'alerte. La justice avait reconnu que sa disparition avait été motivée par une tentative de se sauver d'un système qui voulait l'engloutir. Il n'était pas totalement innocent, mais il était devenu un témoin clé, indispensable pour défaire la toile qu'il avait lui-même contribué à tisser. Le soir, Camille rencontra Élise dans une maison discrète, prêtée par un avocat parisien engagé dans la procédure. Elles s'assirent dans un salon sobre, éclairé par une lampe posée à même le sol. Élise tendit un dossier à Camille. « Tu dois voir ça. C'est un rapport confidentiel transmis au parquet. On y mentionne Thomas, pas juste comme témoin. Il avait lancé une alerte interne 3 semaines avant sa mort, et il avait transmis un dossier à un journaliste économique qui, lui aussi, a disparu peu après. » Camille se sentit vidée. Elle referma le dossier sans le lire en entier. « Il a essayé de faire ce que j'ai fini par faire. Il a payé de sa vie. Moi, je n'ai plus rien à perdre. » Élise l'observa longtemps. « Ce n'est pas vrai. Tu as repris ta vie. Tu as rendu public ce qu'il voulait enterrer. Et maintenant, tu peux choisir. Tu veux continuer à exposer ce monde ou tourner la page ?» Camille regarda par la fenêtre. Dans la rue, des passants riaient, des vélos passaient en silence. La vie reprenait son cours, indifférente à ce qui venait d'être mis au jour. Mais en elle, rien ne serait plus jamais comme avant. Elle se leva, s'approcha d'Élise. « Je vais rester visible, pas pour moi, pour les autres, pour que personne d'autre ne soit réduit au silence, pour que le nom de Thomas serve à quelque chose. » Le lendemain, elle accepta l'invitation d'un plateau de télévision. Elle y parla du système, des années de silence, de la force nécessaire pour briser les chaînes invisibles. Elle ne chercha pas à faire vibrer les émotions. Elle raconta les faits. Elle nomma les coupables. Et surtout, elle nomma les complices invisibles, ceux qui savaient et n'ont rien dit. Ce fut l'un des moments les plus regardés de l'année. Lucien, toujours détenu sous protection, assista à l'émission. Dans sa cellule, il prit une profonde inspiration. Il savait que son image ne serait jamais restaurée, mais il savait aussi que ce qui comptait avait été transmis. Camille avait pris le flambeau qu'il n'avait jamais eu le courage de porter jusqu'au bout, et elle l'avait fait à visage découvert. Une semaine plus tard, Alain Devrault fut arrêté à Genève après avoir tenté de fuir sous une fausse identité. Lors de son arrestation, il ne prononça aucune parole. Il ne nia rien. Il savait que tout avait déjà été dit, montré, prouvé. Le procès qui suivit fut un événement national. Camille y assista, non comme victime, mais comme témoin principal. Elle raconta ce que son mari avait découvert, ce qu'elle avait vécu, ce qu'elle avait vu. Le tribunal, la presse, le public, tous comprirent que ce qu'elle avait traversé dépassait le simple cadre d'un scandale financier. C'était l'histoire d'une femme ordinaire qui avait refusé d'accepter l'injustice, qui avait suivi une intuition et qui avait résisté là où tant d'autres auraient fui. À la fin de l'audience, alors que les verdicts étaient rendus, Camille se sentit soudain libre, pas heureuse, pas réparée, mais libre. Elle sortit du tribunal, se mêla à la foule, marcha seule dans les rues de Paris. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ne portait plus de poids sur ses épaules. Camille s'était éloignée de Paris aussitôt le verdict rendu. Non pas par peur ni pour se cacher, mais parce que la ville, avec sa frénésie, ses couloirs judiciaires, ses plateaux d'émission et ses milliers d'yeux curieux, représentait désormais un chapitre clos. Elle avait accompli ce qu'elle n'aurait jamais imaginé possible quelques mois plus tôt. Le nom de Thomas avait été lavé, les coupables dénoncés, les preuves mises à jour. Mais tout cela, aussi nécessaire que cela ait été, appartenait à une histoire qui ne devait plus dicter sa vie. Elle prit la route vers le sud, sans destination précise. Elle roula des heures, la radio muette, le paysage défilant sous ses yeux, sans qu'elle ne cherche à le capturer. Ce n'est que lorsqu'elle vit les premiers panneaux indiquant les hauteurs savoyardes qu'elle comprit où elle allait vraiment. Le chemin n'était pas une fuite, c'était un retour. Un retour vers l'endroit où tout avait commencé.
La route menant à la vieille cabane était à moitié effacée par la neige fraîche. Le silence y régnait toujours, mais il n'était plus oppressant. Elle s'arrêta à bonne distance, descendit de voiture, ses bottes s'enfonçant doucement dans la couche poudreuse. Elle grimpa à pied à travers les arbres. Le froid mordait, mais il ne brûlait plus comme avant. Et quand elle arriva enfin devant la porte de bois, elle s'arrêta un instant. Elle leva la main, frappa une fois, puis une deuxième. Le son était presque identique à celui de sa première nuit ici. Et comme cette nuit-là, la porte mit du temps à s'ouvrir. Lucien apparut. Il n'avait presque pas changé. Les cheveux un peu plus courts, une barbe entretenue, mais son regard, lui, était différent. Moins fermé, moins chargé. Il la contempla longtemps sans parler. Et Camille, debout face à lui, sentit quelque chose fondre lentement dans sa poitrine. « Puis-je entrer juste pour cette nuit ?» demanda-t-elle. Lucien ne répondit pas tout de suite. Il s'écarta simplement, lui laissant le passage. Elle entra, retira son manteau et regarda autour d'elle. Rien n'avait changé dans l'organisation de la cabane, et pourtant tout semblait différent, plus habité, plus humain. Sur la table, il y avait 2 tasses, comme s'il avait su. Ils s'assirent face à face, pas de tension, pas de silence pesant. Seulement le calme de 2 personnes qui n'avaient plus besoin de se justifier. Il servit du thé. Elle l'accepta sans poser de questions. Et pendant un long moment, ils restèrent là, à se regarder, sans précipitation. « Tu es revenu, dit-il enfin. Je ne savais pas si tu serais encore là. J'ai hésité à partir après le procès, mais j'ai compris que partir encore, ce serait fuir une dernière fois. Et je n'avais plus rien à fuir. » Elle hocha la tête. Elle comprenait parfaitement. « Et toi, tu vas rester ?» Camille inspira profondément. « Je ne sais pas, mais je suis venu sans valise, sans plan. Peut-être que c'est ça, commencer quelque chose de nouveau. » Lucien esquissa un sourire. « Sans masque, cette fois. Sans nom à cacher, ni mémoire à fuir, répondit-elle. Ils restèrent à parler toute la nuit. Pas des procès, ni des pertes, ni des trahisons, mais de livres, de cuisine, de promenades, de ce qu'ils auraient aimé faire s'ils n'avaient pas été happés par le poids du passé. Le feu crépitait doucement dans l'âtre. Le bois chauffait l'air, mais c'était la présence de l'autre qui réchauffait vraiment la pièce. Le lendemain, Camille sortit sur le perron. La neige avait cessé. Le ciel était d'un bleu éclatant. Le monde n'avait pas changé, mais la manière dont elle le regardait, oui. Lucien la rejoignit. Il posa une main sur son épaule, un geste simple, sans prétention. « Tu veux marcher un peu ?» Elle acquiesça. Ils descendirent ensemble vers la forêt. Leurs pas s'enfonçaient dans la neige côte à côte. Aucun d'eux ne parlait d'avenir. Ils n'en faisaient pas une promesse, ni une projection. Ils marchaient, simplement, présents, libres. Et peut-être que c'était cela, la vraie victoire. Ni vengeance, ni justice éclatante. Juste la possibilité de recommencer enfin sans masque, sans fardeau, en vérité.